Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Bonjour Slimane, bonjour Raphaël. Salut Rémi, je vais penser à regarder le CAC 40 aujourd'hui, c'est promis. D'autant plus que la question sur le support est intéressante, tu vas voir. Bonjour Mohamed. Tu me dis très heureux d'être là, mais j'ai encore des problèmes d'internet aujourd'hui. Ah mince, si ça continue, je change d'opérateur. Bon, écoute, c'est toujours un souci ça parce que par expérience, il n'y a pas de bon ou de mauvais opérateur. J'ai l'impression, c'est soit ça marche pas. Mais après, bonjour Thierry, bonjour Angèle, Eric, Jean-Marc, Evelyne, Sylvie. Je suis très con. Merci Evelyne et Sylvie de votre. Enfin, merci à tout le monde, Jackie aussi d'ailleurs, tout le monde de votre fidèle présence. Ça me fait vraiment plaisir. Et puis à chaque fois, ça me surprend parce que je me dis à force, je me demande bien ce que je vais bien pouvoir raconter. Alors, bonjour à Brigitte, à toutes les personnes qui arrivent, Yann, au fur et à mesure. Voici l'avertissement sur les risques qu'il faut absolument lire, qui vous explique que le trading de vis CFD actions futures comporte un haut niveau de risque et que de ce fait, vous pouvez gagner ou perdre plusieurs fois le montant de votre capital initial. Je vous laisse le lire, c'est très important. Et puis ensuite, nous allons passer à la revue de marché. Ok, tout le monde a bien vu l'avertissement sur les risques. Alors, il me semble que c'est justement Mohamed et puis aussi Thomas qui ont découvert hier, enfin découvert, qui ont exploré, qui ont vu que sur le blog, j'écris des articles depuis maintenant très très longtemps. Regardez, là déjà on en est à 343 et ça remonte à 2012, me semble-t-il, à l'époque où Madame Pellois écrivait elle-même sur mon blog. C'est là où elle publiait ses premières analyses et donc il y a vraiment beaucoup de quoi pour les gens qui ont vraiment envie d'apprendre. Alors vous verrez aussi ma progression parce que j'ai évolué au fur et à mesure avec mes connaissances sur l'Ishimoku, mais enfin pour les personnes qui veulent apprendre beaucoup de choses, il y a en explorant et en se donnant les moyens vraiment la possibilité d'explorer une multitude de billets du blog en plus du forum. Je vous remercie aussi je remercie les personnes qui ont écrit des témoignages récemment sur mes formations. Elles sont toutes très intéressantes, diverses, et puis ça me fait plaisir de voir que ce travail vous permet de progresser en trading parce que l'intérêt c'est ça, hein, c'est le but du jeu, c'est d'essayer de progresser en trading et de ne plus perdre pour commencer et gagner de l'argent. Alors évidemment, Ishimoku, l'analyse technique et les chandeliers japonais ne font pas tout. Une personne m'a écrit un email en me demandant combien est-ce qu'on gagne avec ma méthode Ishimoku. Donc j'en profite pour vous rappeler que il ne s'agit en aucun cas de ma méthode, ni d'une méthode, mais d'un outil d'analyse technique qui permet de préparer des plans de trading. Mais l'outil d'analyse technique ne fait pas tout. Vous avez de très bons analystes qui gagneront jamais un rond en bourse, et puis vous avez des analystes moyens qui gagneront parce que c'est aussi et surtout et avant tout une question de maîtrise de nos émotions, dompter nos pulsions, ne pas jouer du levier, ne pas vouloir se refaire et respecter un strict et rigoureux money management. Voilà. Maintenant que j'ai rappelé un petit peu tout cela, euh, je vais pouvoir commencer. Alors, je vais lire le commentaire de Evelyne qui nous dit super soleil aujourd'hui à Bordeaux, il n'y a plus de feuilles sur les arbres de mon jardin, mais plein de petits oiseaux sur les branches. Faut dire que je leur donne à manger tous les matins. Ben écoute, j'en suis ravi, Evelyne. C'est super, il faut savoir profiter de ce genre de choses simples qui nous égayent, surtout en ces temps-ci. Je vais d'abord commencer par répondre aux personnes qui m'ont posé des questions telles que je vous y invite via la newsletter quand j'annonce que je vais animer la revue de marché. Alors, c'est une revue de marché un peu particulière, dans le sens où c'est la dernière de l'année. Hein, je n'en ferai pas d'ici à la fin janvier, parce que je considère que ça ne sert à rien. Donc, je ne vais pas faire des revues de marché pour faire des revues de marché et vous faire perdre votre temps. Je considère que c'est extrêmement dangereux de trader en ce mois de décembre. Vous le savez si vous avez lu un des derniers billets que j'ai écrit sur le blog où j'explique pourquoi. Nous allons bientôt avoir la BCE, nous allons bientôt avoir la Fed, nous avons les problèmes avec la Chine, nous avons le Brexit.
Enfin, c'est vraiment périlleux que de vouloir trader à tout prix en ce mois de décembre. Alors peut-être qu'il y a des choses à faire en intraday, mais moi j'ai encaissé mes bénéfices de l'année 2018, donc j'attends maintenant début janvier pour reprendre une nouvelle année. Donc je ne saurais trop quoi vous raconter. Même aujourd'hui, je ne sais trop quoi vous raconter. Mais voilà, je tenais absolument à vous souhaiter aussi de très 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 bonnes fêtes et à faire cette revue de marché avant qu'on se retrouve en début janvier. Alors, nous avons Axel qui me demande l'action Orange. Alors, on va taper Orange, Euronext, Paris. Et donc, la question est la suivante. Axel me dit, en daily, par email, hein, en daily, nuage haussier. Alors, on va se mettre en daily. Voilà. En daily, nuage haussier, nous dit Axel. Plus repli sur la Kijun-sen. Alors là, on a un petit souci de décalage de graphique. Envie d'acheter. Alors peut-être es-tu sur CFD, il faut se méfier des actions sur CFD. Là, c'est l'action, hein, donc c'est pas un CFD. Je regarderai ensuite vos questions qui tombent au fur et à mesure. Donc, Axel, effectivement, nous avons ici un morceau de nuage haussier, mais pour le moment, sur mon graphique journalier de Orange, je n'ai pas de repli sur la Kijun-sen. D'autant plus que suite à cette forte accélération haussière, donc maintenant il y a une décélération, donc ça va venir, la Kijun-sen est encore totalement verticale. Tant qu'elle ne se met pas à plat, vous savez qu'elle n'est pas un excellent niveau de support ou de résistance. Il faut qu'elle se mette à plat à ce moment-là. Elle représentera 50% de retracement de Fibonacci de la dernière hausse, jambe de hausse, et à ce moment-là, nous pourrons éventuellement étudier des possibilités d'achat. Mais pour le moment, c'est pas le cas. Donc, première réponse. Seconde réponse, la question est de savoir, imaginons que de toute manière, nous nous préparions à éventuellement acheter Orange lorsque la Kijun-sen se mettra à plat dans le sens de la tendance. Est-ce que c'est pertinent de le faire? Pour le savoir, je vous propose d'aller regarder les unités de temps supérieures, telles qu'on le fait toujours avec l'Ishimoku. Donc en hebdomadaire, je retrouve une analyse, enfin des tracés que j'avais fait déjà il y a un bon bout de temps lors de ces revues de marché. Donc comme je le dis souvent, il est toujours intéressant de laisser les tracés que l'on a fait par le passé, parce que comme ça on a des repères immédiats et on n'est pas obligé de refaire notre analyse. Donc vous voyez ce niveau de résistance que j'ai tracé ici au niveau des 15 euros n'a pas bougé, je l'ai tracé il y a déjà plusieurs semaines. Et j'avais établi ici une extension de SSB. Vous savez que lorsque l'on est sur des records historiques, nous n'avons pas de moyen de trouver des cibles avec l'analyse technique classique Ishimoku, des fois un peu chartiste quand ça se trouve dans un canal ou comme ça, mais ce qu'utilise la masse des traders, c'est l'extension de Fibonacci. La dernière extension de Fibonacci nous donnait ici un objectif à 17,53 €. J'avais certainement prévu le fait que ici les prix étaient en range, hein, c'est très facile de le savoir. Alors j'en profite pour les personnes qui viennent pour la première fois, leur dire que je ne donne pas de cours lors de ces revues de marché Ishimoku. Il faut déjà savoir utiliser Ishimoku, ou peut-être que ces revues de marché vous donneront envie d'en savoir plus. Je n'aurai pas le temps. Donc ici, nous étions dans une dérive latérale et certainement que j'avais prévu que la cassure des 14,55 €, ou plutôt la cassure des 14,60 € engendrait une cible à 15 €. Et je ne trouve plus la raison pour laquelle j'ai tracé ici un niveau à 15 €. Donc la seule explication que j'ai ici et maintenant, c'est de dire que lorsque l'on casse un range qui est à 14,70, on va dire, il est évident qu'il faut se méfier du chiffre rond des 15 €. Vous savez qu'en trading, les chiffres ronds sont très importants. Et c'est certainement pour cela que j'avais tracé ce niveau de résistance à 15 €. Et si jamais ces 15 € cassent, seulement à ce moment-là, après throwback sur les lignes de l'Ishimoku qui vont remonter, ou sur des lignes chartistes, tout ce que vous préférez utiliser, seulement à ce moment-là, il sera possible d'envisager d'aller chercher l'extension de Fibonacci à 17 et des poussières. Bien entendu, ça, ce n'est que l'analyse technique, et vous savez qu'en particulier sur le marché des actions, il est important aussi de faire une analyse de l'entreprise elle-même et du secteur d'activité, donc des télécoms. On ne peut pas utiliser que l'analyse technique, contrairement au marché du Forex où, en dehors des statistiques classiques, c'est quand même beaucoup plus simple et ça nécessite moins d'analyse fondamentale sur le secteur, puisqu'il ne s'agit pas d'un secteur, éventuellement sur le pays, mais ça fonctionne plutôt autrement. Voilà pour Orange.
Pourrais-tu nous expliquer pourquoi il ne faut pas acheter des actions sur CFD, demande Mohamed. Je ne dis pas qu'il ne faut pas acheter des actions sur CFD. Je ne dis pas du tout cela, je dis juste que ça dépend du courtier. Il y a des courtiers sérieux qui reproduisent les vraies cotations du marché actions. Vous savez que le courtier CFD fait ses propres cotations. Il y a des courtiers CFD escrocs qui recotent, qui changent les cotations sans arrêt, qui les modifient, etc. Donc si on est chez un bon courtier qui ne pratique pas la recotation, qui ne gagne pas sur le dos de ses clients, il y en a, ça existe, notamment ceux qui sont bien régulés en Europe. À ce moment-là, il n'y a pas de raison de ne pas trader les actions sur CFD. Mais si vous voyez une cotation de l'action Orange à 14,57 et que chez votre courtier CFD, elle est 10 points ou 15 points ou 20 points en dessous, il y a forcément un problème. Voilà. Après, je ne dis pas qu'il ne faille pas trader les actions CFD. Il faut juste tenir compte des limites des CFD pour les actions. Olivier, alors donc oui, Axel, tu avais envie d'acheter, tu me disais, tu as envie d'acheter. Bon, moi j'attendrai un peu avant d'acheter, tant qu'on n'a pas cassé les 15 euros, c'est un petit peu délicat parce que regarde, on s'en est approché, donc acheter près d'une aussi forte résistance me semble un peu délicat. De toute façon, il n'y a pas de repli encore sur la Kijun-sen, sauf si sur ton courtier il y a un repli sur la Kijun-sen. À ce moment-là, il y a un problème, ou alors c'est le mien qui a un problème, mais en tout cas, il y en a un des deux qui a un souci. Euh, donc, pour le moment, ça me semble prématuré. Il faut attendre un repli profond où l'idéal serait d'attendre la cassure des 15 euros et à ce moment-là, acheter sur Trovac, sur les ligues de Nishimoku qui remonteront comme on a l'habitude de le faire. Olivier nous demande Capgemini de regarder sur les unités de temps élevées. Donc, j'imagine weekly, daily, mensuel. Alors, c'est ce que je vais faire tout de suite. Capgemini. Capgemini, Euronext, Paris. Alors, qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui se passe sur Euronext, pas sur Euronext, sur Capgemini. Alors, encore une fois, je répète, bien sûr qu'il faut regarder l'analyse fondamentale, éplucher les comptes et le secteur d'activité de l'entreprise. Donc, Capgemini en graphique hebdomadaire, puisque tu demandes sur des graphiques élevés. Alors, qu'est-ce que je vois sur Capgemini en hebdomadaire? Alors déjà, si je dézoome, on va dézoomer fortement, nous avons un point de contact ici, un parfait point de contact central ici, un autre point de contact ici, et nous ne sommes pas loin d'un autre point de contact ici. Autrement dit, nous sommes dans une tendance parfaitement bien haussière, et les prix sont en train de revenir chercher peut-être cette oblique. En attendant de revenir chercher cette oblique, ils sont ici et maintenant confrontés à un niveau de support horizontal. Donc, nous pourrions établir un range grâce au twist de l'Ishimoku, avec la borne basse, la borne haute, un range intermédiaire, parce que vous savez qu'il y a souvent des boîtes dans les boîtes, tout cela vous le connaissez par cœur, puisque la ligne chartiste nous indique que la tendance est haussière, Ishimoku de par son nuage orienté à la hausse aussi, mais le twist ici nous indiquait, dès que nous étions ici là-haut, une forte probabilité de correction, en tout cas la correction provoque le twist et nous permet d'établir quelles sont les éventuelles bornes basses du range avec une forte probabilité de réussite. Voilà, tout cela, il faut connaître le fonctionnement de l'Ishimoku pour le comprendre. Maintenant, ce que je vois sur le graphique hebdomadaire, c'est au niveau des prix et juste l'analyse des prix, puisque vous savez que l'Ishimoku, c'est en cela que ce n'est pas une méthode, comme je le disais tout à l'heure, contrairement, il y a de plus en plus de gens qui me disent ta méthode Ishimoku, ta méthode, la méthode Ishimoku. Non, c'est pas ma méthode, ce n'est pas une méthode, c'est un outil d'analyse technique. Et lorsque l'on fait de l'analyse technique, on regarde l'action des prix. Rien que les prix et uniquement les prix et éventuellement nous pouvons analyser l'action des prix en comment dirais-je en réaction avec des outils utilisés par la masse et des outils qui ont fait leurs preuves comme par exemple le chartisme ou l'Ishimoku. Donc ici et maintenant, si nous regardons les prix, donc l'Ishimoku permet de délimiter un probable support ici et ici. Le chartisme, lui, nous permet de délimiter un support avec cette ligne de tendance que je viens de vous montrer. Et il y a aussi des supports horizontaux comme celui-ci que nous pouvons déterminer rien que par l'observation des prix. Nous voyons bien, c'est pour ça que j'ai fait des petits ronds jaunes ici, 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 que nous sommes sur un niveau de support. Donc
Est-ce qu'il est pertinent ici et maintenant d'acheter ce support? Alors déjà en fin d'année, pour toutes les raisons évoquées qui ne concernent pas que le Forex, etc., moi j'éviterai. J'attendrai le début de l'année, mais enfin chacun fait ce qu'il veut. C'est aussi pour ça, par exemple, voyons, on me demande souvent par mail, est-ce que combien je peux gagner avec la méthode Ishimoku? Ben, j'en sais rien, parce que méthode Ishimoku ou pas, la personne prudente comme moi qui ne va pas trader en décembre, ben, ne va rien gagner en décembre, mais va surtout peut-être éviter des pertes. Et puis avec le même outil, nous pouvons avoir quelqu'un qui va décider d'acheter, puisque l'analyse technique permet d'envisager un achat avec un stop sous ces supports pour viser des nouveaux plus hauts, mais peut-être que c'est imprudent. Donc, vous voyez, l'analyse technique ne peut pas déterminer qui va gagner quoi, c'est aussi en fonction de qui fait quoi à quel moment. Donc, de la gestion de nos émotions, de nos pulsions et de la pertinence ou pas d'entrer en position à un moment plutôt qu'à un autre. Et cela au-delà de l'analyse technique. Ce que j'ai fait aussi, c'est que ce support ici me paraît être le plus pertinent. Donc là, nous sommes dans une situation de survente, dans le sens où cette accélération qui a conduit les prix de 106,50 jusqu'à 94 euros, c'est quand même beaucoup, a éloigné fortement les prix de la Tenkan-sen. Et vous savez que lorsque les prix sont loin de la Tenkan-sen, on ne vend pas, sinon on s'expose à subir un fort retracement, même si notre analyse était bonne. Bon, mais ça, il faut le savoir. Nous sommes donc en totale survente. Donc, ce n'est pas le moment de vendre si nous sommes en survente. De là à acheter, pourquoi pas, pour jouer un rebond. Tout dépend aussi du temps d'investissement. Si on veut jouer un rebond de quelques euros, à ce moment-là, c'est tout à fait possible d'acheter sur ce niveau, notamment s'il y a des chandeliers de retournement ici sur les unités de temps inférieures. Ça, vous le savez aussi si vous savez utiliser les chandeliers japonais, leur puissance, nous permettant d'anticiper des signaux sans attendre la clôture sur l'unité de temps de référence. Mais j'aurais tendance à penser que cette ligne de tendance est ici, plus particulièrement ce niveau de support, qui est à la fois la borne basse très probable de cette dérive latérale et à la fois, comme nous pouvons le voir aussi, si on analyse que l'action des prix, un niveau de support ici qui était une ancienne résistance ici, le fameux changement de polarité. J'aurais tendance à attendre ces niveaux pour éventuellement acheter, ce qui permet au marché de respirer d'ici au début de l'année. D'autant plus que si on continue l'analyse pour pouvoir peaufiner, pour pouvoir valider tout ce qu'on est en train de raconter sur le graphique hebdomadaire, il suffit de basculer sur le graphique mensuel pour s'apercevoir qu'ici, nous avons une information d'extrême importance. Voilà, quand je disais tout à l'heure sur le titre orange, il est préférable d'attendre que la Kijun-sen se mette à plat. Et si elle se met à plat, seulement à ce moment-là, nous pouvons envisager des achats. Regardez ce que nous raconte le titre Capgemini. L'action des prix ici nous montre qu'elle arrive sur un niveau de retracement important qui est la Kijun-sen, qui n'est rien d'autre que le niveau de 50% de retracement de Fibonacci de la dernière hausse de jambe. Donc si on retrace ici, on tente de retracer notre droite de tendance. Voilà. Si on prend les mèches, ça donne ça. Si on prend la clôture des chandeliers, ça, donc par prudence, on va prendre les mèches. Et je pense que ce qui serait idéal ici, c'est que la chute continue. Nous sommes le 11, donc d'ici à la fin de l'année, nous avons encore le temps, que la chute continue. Que nous ayons à ce moment-là une mèche basse, c'est-à-dire un ressaut sur ce niveau avec un chandelier qui finirait, regardez, il y en a souvent. Regardez par exemple ce magnifique pendu, il y a une magnifique mèche. Et puis finalement, la clôture se fait au-dessus. Donc ici, nous pourrions aussi imaginer, puisque c'est de ça dont il s'agit, d'imaginer, nous pourrions imaginer ici une mèche, une clôture du chandelier au-dessus de la borne de la droite de tendance et de la Kijun-sen. Et à ce moment-là, nous aurions très probablement un joli signal d'achat. Pour le moment, c'est prématuré. Rien ne nous empêche, puisque nous sommes en fin d'année. Sinon, ça sert à rien. Rien ne nous empêche aussi de regarder le graphique annuel qui nous montre qu'il y a encore surachat, que le surachat doit être résorbé. Et donc, nous avons raison d'attendre que les prix viennent taquiner cette ligne de tendance en espérant une clôture au-dessus de la Kijun-sen. Voilà pour le titre Capgemini qui demande un peu de patience, mais la patience fait le bon trader et non pas la méthode comme on me dit de plus en plus souvent, ou l'analyse technique. Vous voyez, l'analyse technique, c'est pas parce qu'on est un bon analyse technique qu'on est patient. Voilà. Bon. Michael me demande, j'irai après cette action qui est la dernière que l'on m'a demandé. Il y a le Bitcoin aussi, il y a le CAC 40 qu'on m'a demandé. Rémi qui me demande, qui me partage avec lui ses niveaux de support. On va aller voir ça, Michael, et entre les deux, j'irai vous répondre à vos questions. Là, le titre Ricard. Pernod Ricard. Euronext Paris. Alors, le titre Ricard, on va le mettre en daily puisque
Michael, tu me demandes de regarder le titre Ricard en journalier. Donc voici le titre Ricard en journalier. Et donc ici, c'est très très simple. L'analyse technique est d'une simplicité enfantine, pardon. Nous voyons bien ici que nous avons un nuage globalement à plat, avec une baisse ici qui a permis au prix qui était un petit peu comme sur le titre, je crois que c'était Capgemini. Et on dit, voilà, tac, il y a un support juste en dessous, il y a un range dans le range du range, et paf, les prix viennent le chercher, même s'ils mettent du temps à venir. Et là maintenant, la zone médiane de cette dérive latérale se trouve au niveau des 135 euros, la fameuse zone d'équilibre. Et lorsque vous savez, lorsque l'on trouve un plat SSB au milieu d'un range comme ça, lui-même aligné à un plat Kijun, ça renforce le tout. Cela veut dire que il n'y a pas de plus haut, pas de plus bas sur les 26 et les 52 dernières périodes. Cela nous permet d'établir le point bas, d'autant plus qu'ici, il est un petit peu plus facile à établir le point bas parce que nous avons déjà un point de contact à relier ici et qui correspond bien ici 50% de cette amplitude de dérive latérale. Nous n'avons pas eu de soulèvement, mais malgré le fait que nous n'ayons pas eu de soulèvement, nous voyons ici que les prix sont déjà arrivés une fois taper la borne haute du range, puis ils retracent, ils viennent batailler ici la zone d'équilibre, ils repartent en haut, ils n'arrivent pas à casser, nous avons un avalement ici, et la probabilité devient très forte pour que les prix viennent chercher à minima les 135. Ici, les 134,95, autrement dit, la zone d'équilibre du range. Seulement, nous ne pouvons pas rentrer maintenant vendre à découvert, puisque nous avons une accélération baissière qui a fortement éloigné les prix de la Tenkan-sen. Donc la probabilité pour qu'il y ait range, de façon à ce que la Tenkan-sen descende ou retracement, est forte. Donc ce serait ballot de viser un objectif à 135 et de perdre à cause du retracement, puisque lorsque les prix sont trop éloignés de la Tenkan-sen, dans un très fort pourcentage de fois, les prix retracent. Hein. Ça, c'est une règle absolue qu'il faut connaître lorsqu'on utilise l'Ishimoku. Là encore, par exemple, pour répondre à la question qui m'est de plus en plus souvent posée, combien est-ce que je peux gagner avec l'Ishimoku, combien tu gagnes et qu'est-ce que tout dépend. Si tu respectes les règles, c'est-à-dire que tu ne vends pas les accélérations baissières qui éloignent les prix de la Tenkan-sen, tu as plus de probabilité de gagner souvent que la personne qui le sait mais qui ne le respecte pas. Comme quoi, l'analyse technique ne fait pas tout. Ce serait trop facile sinon. C'est comme un véhicule, il y a celui qui va le conduire prudemment et il y a celui qui va rouler à 180. Bon, avec le même véhicule, on fait un usage différent et les risques ne sont pas les mêmes. Donc ici et maintenant, il n'y a rien à faire, selon moi, Michael, en daily sur le titre Ricard, parce que on ne traite pas au milieu du range. C'est un petit peu compliqué pour trader les ranges. Tu le sais si tu connais le fonctionnement de l'Ishimoku. Comme je l'explique dans ma formation, on trade en haut, en bas, éventuellement lorsque la zone d'équilibre est cassée entre les zones horizontales ou la tendance qui conduit les prix d'une borne à l'autre du range une fois la zone d'équilibre passée. Donc là, ici et maintenant, selon moi, il n'y a rien à faire sur le titre Ricard. Michael me demande aussi dans ce même mail si les Japonais à l'époque utilisaient Ishimoku en daily, comment faisaient-ils pour trouver les résistances en weekly ou de long terme? La réponse, c'est que j'en sais rien parce que je n'y étais pas. Donc tout le monde se bagarre des fois sur l'Ishimoku. Oui, l'Ishimoku original, oui, le Shimoku. Moi, j'ai trouvé les 3 tomes du maître. Moi, toi, tu les as pas trouvés. Mais en réalité, on n'y était pas. Et franchement, c'est très intéressant au niveau de la culture générale. Mais ici et maintenant, nous avons des ordinateurs et des puces qui permettent de faire des calculs ultra rapides dans des microsecondes. Donc je ne sais pas comment faisaient les Japonais en 1966 pour trouver leur résistance sur le weekly, étant donné qu'ils n'avaient pas d'ordinateur et qu'ils traçaient leurs graphiques sur du papier millimétré. Et c'est souvent aussi la raison pour laquelle je ne suis pas sûr de la grande pertinence des vagues de l'Ishimoku et de toute la numérologie, puisque les temps ont changé. Donc je pense qu'ils utilisaient, en plus de leur graphique qui leur donnait déjà, le graphique daily donne déjà beaucoup d'informations, mais pour aller voir s'il y avait des niveaux, des validations sur les unités de temps supérieures, ils ne le faisaient pas. Il faut adapter l'outil. À rien ne sert de dire en 1930, on utilisait les véhicules de cette manière, donc aujourd'hui, il est complètement scandaleux d'utiliser des véhicules tels qu'on les utilise aujourd'hui. Les temps changent, il faut savoir utiliser
adapter l'outil. Donc, je pense qu'en plus du graphique daily, c'est la raison pour laquelle ils utilisaient toutes les vagues dont vous entendez parfois entendre, la numérologie, etc. Choses qui, aujourd'hui, m'apparaissent, moi, je ne dis pas que j'ai raison, hein, ce n'est que mon point de vue et je respecte le point de vue tout à fait différent qui pourrait intervenir de la part d'autres personnes. Je pense que ces outils-là ne sont plus utiles puisque nous avons évolué, nous sommes dans une période différente où maintenant nous n'avons pas besoin de nous embêter à faire les vagues, les trucs, les machins, la numérologie. On valide nos analyses, on va chercher des objectifs, des supports, des résistances sur les unités de temps supérieures ou inférieures, parce que regardez, je passe du daily au 1 heure en 1 seconde, je passe du 1 heure en 4 heures. Donc pourquoi se prendre la tête avec des outils désuets qui ne servent plus à rien puisque remplacés par les outils modernes? Je ne peux pas être plus honnête que de répondre cela. Je ne sais pas, j'y étais pas, je ne sais pas comment ils faisaient. Je vais regarder si vous avez des questions et ensuite je passe au Bitcoin, au CAC 40, au DAX, à l'euro USD. Alors, Raphaël me demande si je ferai une offre de fin d'année pour les formations. Alors, non, Raphaël, je suis absolument désolé, tu n'es pas la première personne à le faire, mais j'ai peut-être encore une fois complètement tort, mais j'aime pas ce côté marchand de tapis. Je commercialise une formation qui, selon moi, je comprends qu'elle puisse être extrêmement chère pour certaines personnes, qui, selon moi, n'est pas très chère par rapport à ce qu'elle vaut et par rapport aux capitaux qu'on a les uns et les autres. Donc, je ne fais pas de code promo, de code de Noël, de promotion de Noël. C'est toute l'année le même prix. Et donc, non, il n'y aura pas de promotion pour Noël. J'en suis vraiment, vraiment désolé. J'espère que que vous me comprenez. Rémi, Orange, épaule, tête, épaule. C'est tout à fait probable, Rémi, mais j'utilise Ishimoku justement parce que je ne vois pas les têtes, tête, épaule. Je ne suis pas capable de les voir. Voilà. Enfin, si je fais un effort, je peux les voir, mais sur TradingView en daily, Orange est sur la Kijun, Alexandre. Alors il faut que tu vois, parce que TradingView, il y a plusieurs possibilités. Tu peux afficher l'action, tu peux afficher le CFD de plusieurs courtiers différents. Il faut voir quel est le courtier qui te permet de voir, et éventuellement s'en méfier. Eric, le bas du range est vraiment loin du plat SSB par rapport au retracement. Le premier est plus proche. Alors, je pense que c'était sur le titre précédent. Capgemini, tout à fait. Alors, Capgemini. Capgemini. Qu'est-ce que j'ai fait? Capgemini. Attendez, je vais recommencer. Est-ce que j'ai fait une bêtise? Capgemini, Euronext. Daily. Hebdo. Le bas du range est loin par rapport à la SSB. Alors là aussi, n'oubliez pas que la SSB, ce n'est qu'une aide parmi d'autres. Donc si on prend le range se détermine par rapport au prix, d'accord, et non pas par rapport à la SSB. Et ce n'est que si on n'arrive pas à déterminer nos bornes avec les prix qu'à ce moment-là et seulement à ce moment-là, on peut utiliser l'outil Fibonacci 50%, et qui me donne bien ce niveau-là. C'est me donne bien ce niveau, mais nous avons, si ce niveau casse, et il est probable qu'il casse, mais en même temps, j'en sais rien, en tout cas, on doit en tenir compte, la cible suivante est ici, déterminée elle-même par l'action des prix. D'accord? Donc, effectivement, pour aller dans ton sens, en fait, je voulais montrer qu'au-delà du range, il y avait un support dont on devait, voilà comment il doit être tracé. Là, je pense que tu seras davantage d'accord avec moi. Donc effectivement, si chandelier de retournement apparaît sur ce niveau, donc c'est pour ça qu'il est bon de basculer sur les unités de temps inférieures, mais là je commence à faire un cours Ishimoku, ce qui n'est pas le propos. À ce moment-là, si chandelier de retournement est ressaut sur ce niveau, il est bien évidemment possible d'acheter pour viser la zone d'équilibre et la borne opposée, d'autant plus que tout ce joli monde se trouve sur la Kijun mensuelle. Mais attention, parce que le marché, quand il voit un support juste en dessous d'un autre support, dans, allez, 90% du temps, il va le chercher. Donc, il ira probablement chercher la droite de tendance, voire la support horizontal qui est juste en dessous. Evelyne, achat AUD, USD en H4. Alors moi, je te le dis, Evelyne, hein, ce que j'en pense. Je n'achèterai rien du tout avec ce qui va nous tomber sur le coin de la figure dans les heures, les jours qui viennent. Maintenant,
Alors, je vais nettoyer tout ça. D'habitude, j'aime bien laisser un petit peu tout, mais enfin là, c'est quand même nécessaire de faire le ménage. Donc voilà, là, celle-ci, on va la laisser parce qu'elle est évidente. H4. Donc achat AUD USD en H4. Voyons voir. Donc pourquoi pas, mais encore une fois, nous avons un niveau de support ici et juste en dessous on en a un autre. Donc la probabilité pour que les prix viennent chercher ce niveau de support est très importante. Donc tant qu'ils ne sont pas venus chercher ce niveau de support, moi je n'entrerai pas à l'achat. Après, effectivement, sur ce niveau de support et non pas celui-là, vous voyez la différence entre cet avalement et celui qui est là où je fais des ronds, il s'appuie, il fait un ressaut sur le support, on a un avalement et là nous avons notre éventuel signal d'achat. On n'est pas obligé d'aller jusqu'en haut, hein. On peut tenir compte des bornes du gap. Voilà, on peut tenir compte de ce niveau, par exemple. Il paraît tout à fait pertinent et il est la borne, enfin il est entre le gap, donc tant que les prix ne sont pas venus chercher ce niveau, moi je n'achèterai pas. Et de toute façon, j'achèterai pas maintenant dans les conditions actuelles de marché. On a une Fed extrêmement importante. On a la RBA aussi qui va annoncer ses taux, etc. C'est très imprudent selon moi. Alors Raphaël, même réponse que pour Rémi, très belle ETE sur le DAX en hebdo. Je veux bien vous croire, mais moi, le chartisme, je l'utilise basiquement pour tracer des lignes horizontales, des lignes obliques. Je ne vois pas les TAS, les ETE, etc. Mon cerveau n'y arrive pas. C'est pour ça que j'ai choisi Ishimoku. Et puis, est-ce vraiment pertinent d'utiliser les deux en même temps? Alors, DAX en hebdo, épaule, tête, épaule, nous dit Raphaël. Alors j'imagine que l'épaule est là, la tête est par là et l'autre épaule est par là. J'imagine. Voilà. Peut-être. En tout cas, la ligne de cou est largement cassée si tel est le cas. Oui, épaule, tête, épaule. Voilà, il y en a partout, je les vois pas, ça me perturbe l'esprit, donc c'est pour ça que j'utilise Ishimoku, qui en général nous dit la même chose, mais avec une couleur différente. Alors, donc maintenant, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc Rémi, CAC 40. Alors CAC 40, Rémi, ça fait un petit moment que tu partages avec moi. Tu veux savoir quels sont les niveaux de support, etc. Donc si tu vas sur le mensuel, donc là je suis sur le futur. Hein. Si tu vas sur le mensuel, la réponse est immédiate. Il n'y a même pas de question à se poser. C'est d'une clarté absolue. Nous avons donc ce que je suis capable de faire avec le chartisme, une ligne de tendance où il est possible de relier des points ici, un magnifique point central ici. Vous savez que plus nous avons un extrême, un point au centre, un autre extrême, plus la ligne de tendance est valable et propre, et le tout avec une Kijun-sen qui commence à s'entrelacer sur cette ligne de tendance. Donc c'est très intéressant. Donc là, le support, il est évidemment ici. D'ailleurs, regardez au point près, c'est là où les prix se sont écrasés à 4714 points et à partir de là, il rebondit. Donc nous sommes dans une tendance qui est parfaitement bien haussière avec une accélération haussière qui éloigne les prix de la Tenkan-sen, ce que je vous disais tout à l'heure, repli sur la ligne de tendance, un petit peu comme ce qu'on voulait sur Capgemini ou je sais plus quoi, ou Orange, avec clôture au-dessus de la Kijun-sen, hein, vous voyez, tout se tient. Et donc, si cette histoire se répète ici en fin d'année, pourquoi pas tenter un achat pour éventuellement aller chercher les derniers plus hauts qui sont ici, ou éventuellement la borne opposée de ce magnifique canal. Alors, ça biseaute légèrement, hein, les chartistes peuvent ici voir un biseau. Bon, le biseau, quelle serait peut-être même que l'objectif est atteint. Voilà. OK, pour le support du CAC 40, on ne peut pas faire mieux, hein, on ne peut pas être plus explicite. Et évidemment, si ce support casse, bah, c'est très facile. Chaque plat qui joue ici est le niveau de support suivant. Une facilité, voilà, avec un fort support ici à 4320. Autrement dit, le plat SSB qui se trouve ici en extension, d'accord, et à 4220 juste après. Voilà, c'est d'une facilité déconcertante en ce qui concerne le CAC 40. Alors, le DAX, un petit peu plus compliqué, le DAX. Alors, on va se mettre en hebdomadaire. Qu'est-ce que je vois sur le DAX? Moi, je ne vois pas les ETE. Par contre, je vois parfaitement bien ce niveau de support, hein, changement de polarité. Regardez, ce niveau de support est un niveau de support fort.
Juste en dessous, nous avons un autre niveau de support ici. Puis ensuite, nous avons la SSB ici à plat. Donc voilà, les cibles sont, c'est très simple. Si le DAX devait continuer sa chute en début d'année, après retracement, parce que là, l'éloignement de la Tenkan-sen, des prix vis-à-vis de la Tenkan-sen est tel qu'il serait suicidaire de continuer à vendre dans ces conditions-là. S'il y a panique baissière, krach boursier, etc., on ne peut pas le deviner. On doit respecter les règles, et si on respecte les règles, on ne vend pas un chandelier qui a éloigné les prix à ce point de la Tenkan-sen. On attend le repli, mais nous pouvons imaginer par la suite, en début d'année, que si le seuil des 10 700 casse, nous avons ensuite les 10 350 et nous avons ensuite les 10 000 points. C'est très, très facile à tracer. Alors évidemment, pour les traders intraday, il y a des cibles intermédiaires qui sont elles aussi très faciles à visualiser. Vous voyez, tous les petits plats SSB ici sont des cibles intermédiaires pour l'intraday. Celui-ci, plat qui jaune, plat SSB ici, vous voyez. Ensuite, il suffit de basculer, par exemple, du intraday ou swing moyen. Il suffit de basculer excusez-moi, sur le H4. Et puis d'ailleurs, on peut remarquer, souvent les gens disent oui, c'est chiant, Ishimoku, on peut pas trader, il y a des lignes partout. Ben oui, mais si tu trades ici et que tu ne respectes pas la ligne, voilà ce qui t'arrive. Pouf, tu prends un marteau ici. Probable zone de la zone sur laquelle on se trouve actuellement, qu'on a visualisé sur le, voilà. Ici, le H4 nous montre un avalement, nous montre un marteau doji. La probabilité pour qu'il y ait rebond ici et qu'on revienne chercher les 10 000, les 11 000 points, voire la borne basse du gap ici, voire la Kijun-sen, est très forte. Et à ce moment-là, nous pourrons voir s'il est possible de revendre pour aller chercher toutes les cibles intermédiaires. Soit en swing trading en ne tenant pas compte des cibles intermédiaires, soit en intraday, tu vois, si ici tu as 10 620, hop, tu viens chercher 10 576, déjà c'est bien, hein. Tu es content en intraday ici de prendre 60 points. Voilà pour le DAX. Alors, le Bitcoin. Alors, vous savez que je ne traite pas les crypto-monnaies, peut-être je le ferai un jour, hein, mais je ne le traite pas parce que c'est un marché que je ne connais pas très bien, qui me semble un peu trop volatile à mon goût, hein. J'ai l'impression de trader du pétrole ou du gold. Par contre, je peux malgré tout faire des analyses, hein. Donc, la dernière analyse que j'avais faite sur TradingView, hein, souvenez-vous, d'ailleurs, elle est là, je vous la montre. Hop, TradingView, analyse, prochaine cible, voilà, hop. Là, je la fais sur ProRealTime. Je ne traite pas le Bitcoin. Par contre, l'analyse technique nous permet d'établir une très forte probabilité de dérive latérale comme ceci, hein. Je l'avais déjà dit il y a plusieurs semaines, hein. C'est pas très compliqué. Avalement en borne haute du range, le twist apparaît ici. On n'a pas besoin de plusieurs points de contact avec l'Ishimoku pour déterminer à l'avance et avant tout le monde les bornes du range. Donc la probabilité pour suite à cet avalement pour que les prix aillent du haut vers le bas du range est très forte. Nous avons des zones intermédiaires. Donc ici, nous avons, si vous ne tenez pas compte de cette ligne chartiste ici qui trace le canal qui est ici en vert cacadois, très jolie couleur, si vous n'en tenez pas compte et que vous tenez que compte de la borne haute du range et de cette ligne horizontale qui se trouve ici, hein, voilà, nous avions ici un triangle. La cassure de ce triangle, avais-je dit, donnait comme cible 1 ce niveau des 4700 et des poussières ici, hein, pas très compliqué, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr. Il suffit de regarder encore une fois l'action des prix. L'action des prix nous montrait bien que c'était une résistance, donc une résistance qui devient support. Puis le prochain support qui se trouve très clairement ici au niveau des 2900 et des poussières, je serais étonné que les prix ne viennent pas chercher ce niveau. Et nous avons là de la survente, donc il est trop tard pour vendre. Si on est à la vente, il n'y a pas de raison de sortir. Et ensuite, après pullback, peut-être qu'on va faire du range à l'intérieur entre ces deux, entre la résistance et le support. Et après pullback, à ce moment-là, venir chercher le bas du range ici. Et ici, ce sera fortement intéressant d'observer la réaction des prix. Et probablement que c'est le bon niveau, ici les 2000 points, pour envisager de nouveaux achats. Si cette chose est fiable. Reste à déterminer si c'est fiable ou pas. Mais voilà pour l'analyse technique. Je regarde si vous avez des questions et je reviens pour nous faire un petit tour d'euro USD. Je suis d'accord avec toi, Mohamed. Désolé du retard, Dominique, mais je t'en prie, Dominique, tu fais ce que tu veux, tu viens quand tu veux, tu t'en vas quand tu veux. Merci pour le CAC et le DAX, Mohamed. Envie de trader, mais je me retiens. Après, c'est pas parce que moi je me retiens et que je dis qu'il est imprudent de trader en ce moment que tout le monde doit le faire, hein. Chacun. Que dire de Chikou? Bonjour Grégoire. Que dire de Chikou par rapport à quoi, où et quand? Parce que je ne sais plus ce que alors peut-être le Bitcoin?
Je vois que 10h39, le Bitcoin. Alors, ben rien. Chikou est libre de tout obstacle. Elle est là. Elle est le reflet des prix 26 périodes en arrière. Il n'y a rien qui bloque Chikou jusqu'à chacune des autres cibles suivantes. Voilà. Donc Chikou n'a pas de problématique majeure pour atteindre les cibles que je viens d'évoquer, selon moi. Je regarde sur mensuel, je crois qu'on ne doit pas avoir assez d'historique en mensuel. Chikou Span en mensuel c'est terrible cette chose. Hein. C'est vraiment impressionnant cet actif. N'a pas d'obstacle. Voyons voir maintenant en journalier. Chikou Span n'a pas d'obstacle. Aucun obstacle à la Chikou Span. Le filtre du système Ishimoku. Donc, euro-USD. Alors, euro-USD, nous pourrions partir, par exemple, sur un graphique mensuel. Anthony me faisait remarquer dernièrement que, parce que moi, vous le savez, hein, je me trompe aussi. J'essaye de ne pas tenir compte de mes biais, mais parfois on me demande une analyse de long terme. Je dis où, selon ma vision et mon observation de l'Ishimoku, je pense que les prix pourraient aller. Et donc, j'ai envisagé un 20, un 25. Mais Anthony me dit oui, mais attention Patrick, parce que d'abord, nous sommes dans la phase descendante de cette probable dérive latérale. Et les prix sont bloqués par la Chikou-Span qui est ici. Et il a raison. Donc, tant que la Chikou-Span ici ne casse pas, c'est-à-dire que il a toujours eu raison, mais bon, selon mes analyses sur les unités de temps plus courtes, je pensais que nous pouvions atteindre un 20, un 25 malgré la Kijun qui se trouvait ici. Mais force est de constater que il ne faut pas insister, il faut savoir reconnaître nos erreurs, et donc j'ai commis une erreur en pensant cela. Bon, en même temps, voilà, tac. On met la Kijun ici, et c'est clair que cette Kijun Sen, d'ailleurs, Anthony avait, des fois, on ne voit pas les choses qui sont évidentes, certainement parce que notre cerveau est perturbé par nos biais. Donc, on essaye de ne pas avoir de biais parce qu'une bonne manière de perdre en trading, c'est d'avoir un biais. Les gens qui disent, je pense que c'est haussier, bon, ils ont la certitude de perdre leur argent en trading. Il ne faut pas avoir de biais. Si c'est haussier qu'on a des signaux d'achat, on achète. Si c'est baissier qu'on a des signaux de baisse, on vend, pardon, et on n'a pas de biais. Et effectivement, peut-être ai-je été malgré tout bloqué par ce biais, aveuglé par ce biais, puisque là, maintenant, ça me paraît d'une évidence telle. Regardez les mèches qui s'écrasent sur ce niveau de Kijun mensuel, les prix ici, le chandelier qui essaie de casser et qui n'y parvient pas. Encore ici, avant de casser, ça a mis du temps. Donc, il serait ballot de ne pas tenir compte de cette Kijun-sen. Vous savez aussi, si vous connaissez la force et la pertinence des chandeliers japonais, que leurs mèches, et en particulier l'extrémité des mèches des chandeliers de retournement les plus explicites, comme le doji par exemple, et nous avons ici un doji, sont des niveaux de support et de résistance très forts, très puissants. Donc nous pouvons marquer aussi la mèche qui est ici. Voilà. À l'achat, hein, je dis. Alors si on cherche des plans de vente, une mèche ici. Ok, maintenant que l'on a fait ça, basculons sur le graphique hebdomadaire. Donc les prix reviennent à l'intérieur de cet ancien range. Il va falloir aussi que j'apprenne à le... Donc la Kijun-sen est ici, mensuel. Je vais pas regarder son niveau. Veuillez m'excuser parce que si je trace tout de la même couleur, après je me rappelle plus qu'est-ce qui est quoi. 1,1455. On va basculer directement sur le graphique journalier. 1,1455. 1,15. Et puis là, nous avons une probabilité de range qui va se former, de twist, pardon. Il est probable que nous puissions assez rapidement établir un range dans ce genre, que nous pouvons d'ailleurs retrouver certainement sur des unités de temps autres. Donc voilà, ça bascule entre ces niveaux, et donc le jour où on cassera les 1,1520, là, fortement, on va dire les 1,1550, la probabilité d'aller chercher les 1,20, les 1,17, les 1,25 sera forte. Par contre, si on casse par le bas, alors là, c'est cata. Mais ici et maintenant, à part trader entre 1,1450 et 1,13, il n'y a rien à faire. C'est pas mal, hein, déjà. Mais regardez, là, les prix attendent la BCE. Hein, regardez, il n'y a pas de mouvement, il n'y a que des dojis qui s'alignent les uns derrière les autres. On n'arrive pas à sortir de cette zone d'équilibre qui est représentée ici par le plat Kijun. Il est totalement imprudent de trader actuellement l'euro USD en sachant que la Fed et la BCE sont les plus attendus de l'année qu'on va avoir, notamment sur les taux d'intérêt. C'est vraiment très, très, très important. Donc nous verrons bien à ce moment-là quel va être le décalage, mais nous pouvons préparer des plans de trading pour être prêts à trader
dès le début de l'année, une fois que tout cela sera passé. Vous voyez, on retrouve bien les twists dont je vous parlais tout à l'heure, hein, qui indiquent probabilité du range. Voilà. Range dans le range du range. Là, on peut le retracer, borne basse, borne haute. Si ça casse par le haut, on va chercher la borne haute du grand range. Si ça casse par le bas, on va chercher la borne basse du grand range. Et c'est sur ces niveaux qu'on pourra intervenir aussi plus tard. Je n'ai pas grand-chose d'autre à dire, étant donné que j'insiste sur le fait que ça n'a plus beaucoup d'intérêt de faire des analyses maintenant en cette fin d'année, non pas simplement parce que nous sommes en fin d'année et que beaucoup d'intervenants vont prendre des bénéfices, ça va beaucoup faire décaler le marché, même sur le marché des actions, mais entre le Brexit, la BCE, la Fed, la Chine et les États-Unis, il est préférable d'attendre. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que cette revue de marché vous a enfin, je ne sais pas si plus, mais convenu? Alors, il n'y a personne. Alors, des fois. Ah, Mohamed, ça m'a beaucoup plu pour ma part. Bon, ben écoute, très bien. Donc, je voulais juste voir si vous étiez toujours là. Raphaël, merci à vous. Écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite aussi d'excellentes fêtes. Je reste en contact sur le forum au travers de la newsletter sur Twitter. J'essaie de me désintoxiquer de Twitter parce qu'il y a de plus en plus de trolls, comme on dit. Ça devient à la limite du supportable. Mais par contre, je serai présent avec vous sur le forum si vous avez des questions pour répondre à vos questions dans le cadre d'une sorte de formation permanente. Je vous remercie et moi aussi je vous souhaite d'excellentes fins de bonne année. Merci Yann, merci à tous. À bientôt. Bye bye.